dans les yeux, mes amis. Je suis député de la nation, élu et réélu. Je siège au Palais Bourbon. Je suis maire depuis 40 ans. Je n'ai que 61 ans, je l'avais été très jeune. Mais la télévision d'aujourd'hui, la radio d'aujourd'hui, les médias d'aujourd'hui, y compris les plus illustres, vous mentent effrontément. Comme nous mentons, nous, les députés, nous n'avons jamais menti depuis que je suis élu, avec autant d'aplomb que nous le faisons aujourd'hui. C'est un mensonge absolu, je vous le dis les yeux dans les yeux. Je suis consterné par le manque de connaissance de la population par rapport à l'élément le plus précieux qu'est notre santé. Je souhaite qu'à travers ce reportage, vous preniez conscience que nous sommes arrivés à un point de rupture de toute forme de vie sur Terre. Aujourd'hui, la seule démarche prioritaire doit être basée sur la santé future de nos enfants, qui dépend entièrement de la santé des espèces vivantes qui peuplent cette Terre. Avant d'aborder les chemtrails, un petit aparté. En 2006, je dénonce les pesticides et les OGM, soutenus par le cancérologue Dominique Belpomme. En août 2016, au cours d'un déjeuner avec un médecin, j'ai la désagréable surprise de constater que cette personne reste persuadée que les OGM sont une solution pour réduire la faim dans le monde. Je précise donc ce que sont les OGM. Plus de 99% des plantes génétiquement modifiées qui sont actuellement cultivées à la surface de la planète sont des plantes qui accumulent des pesticides dans leurs cellules, c'est-à-dire des insecticides, des herbicides et des fongicides. Les OGM sont donc avant tout des produits hautement toxiques. Libre à vous de croire qu'un produit chimique va vous nourrir et vous maintenir en pleine santé. Cela étant dit, revenons au chemtrail. Les choses les plus pénibles à apprendre sont aussi celles que l'on a le plus intérêt à savoir. Quand j'ai vu le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, film diffusé sur la planète à coups de millions, j'y ai cru. Le réchauffement climatique est fortement médiatisé, il devient le mode de pensée unique auquel il faut adhérer afin de nous fédérer tous ensemble vers cette nouvelle religion. Mais fin 2009, un apiculteur de Forcalquier m'interpelle et me demande de me pencher sérieusement sur les longues traînées d'avions qui envahissent le ciel. Ce sont souvent des traînées très longues qui quadrillent le ciel et qui, quand elles se délitent, créent un voile nuageux au-dessus de nos têtes. Depuis la fin des années 90, notre ciel est devenu laiteux, voilé. La haute technologie qui s'est développée sur les moteurs d'avion fait que ces moteurs n'émettent que peu de pollution. Alors ces traînées sont-elles de la condensation? Dans la majorité des cas, la réponse est non. Pour qu'un avion produise une traînée de condensation, il faut que 3 conditions soient réunies. Il faut que l'avion soit à une altitude avoisinant les 8000 mètres. Il faut un taux d'humidité de l'air aux alentours de 70%. Et il faut une température inférieure à moins de 40 degrés. Ces traînées sont des résidus de produits chimiques hautement toxiques répandus volontairement au-dessus de nos têtes à des fins de géo-ingénierie. Il existe plusieurs buts à tout cela. Premièrement, l'atténuation du rayonnement solaire sur la planète, mais surtout maîtriser le climat à des fins militaro-industrielles. Pour plus de détails, je vous invite à regarder le documentaire Chemtrail, la guerre secrète, version française. À savoir,
la géo-ingénierie a été évoquée à l'ONU en 2007 par le Dr Rosalind Peterson. Les associations internationales qui dénoncent la géo-ingénierie ont été reçues au Parlement européen les 8 et 9 avril 2013 sous la présidence de la députée de Lettonie Tatiana Zdanoka. Le 2 octobre 2013, le journal Les Échos nous apprend que Monsanto a acheté le leader des données climatiques, le groupe Climate Corporation, pour 930 millions de dollars. Les détracteurs des chemtrails disent souvent que nos dirigeants ne peuvent faire une chose pareille parce qu'eux aussi s'empoisonneraient. La bombe nucléaire d'Hiroshima a détruit des milliers de personnes. Est-ce pour autant que l'on a arrêté sa fabrication? La conclusion est que la véritable cause des problèmes du climat est due aux armes climatiques et à la géo-ingénierie. Je veux aujourd'hui vous démontrer les conséquences catastrophiques des retombées de ces résidus au sol. Ces dernières années, les populations d'oiseaux ont diminué dans des proportions alarmantes. Nous sommes à Kranj, en Slovénie, le samedi 6 août. Après avoir demandé l'autorisation à la propriétaire, nous allons pénétrer dans son verger. Vous allez pouvoir voir plusieurs arbres, des poiriers, des pommiers. Des pêchers, un noisetier, un feuillu. Ce que je veux vous montrer, ce sont toutes ces taches orangées qui ressemblent à un lichen qui se sont agrippées à tous les troncs et qui vont petit à petit étouffer tous les arbres. Si on peut regarder, ici on va avoir un noisetier. Après les noisetiers, on va faire un plan un peu plus rapproché. Alors eux, c'est les feuilles qui sont touchées. On va retrouver la même chose sur tous les arbres. Donc, celui-ci est un peu plus âgé. On a ici cette fameuse pellicule orangée qui ensuite va se transformer petit à petit en un lichen plus épais, plus consistant, qui lui étouffe littéralement l'arbre, comme on peut le retrouver ici. Alors ça va le stériliser petit à petit et ça va le faire mourir. Si on peut regarder les feuilles, bien sûr, on va retrouver toujours ces fameuses taches, ces fameuses feuilles malades, quel que soit l'arbre. On aura la même chose sur les fruits rouges, avec des feuilles qui vont se retourner, des feuilles toutes tarabiscotées. On va vraiment voir ici que le pommier est touché partout. Là, nous pouvons voir le noyer avec les mêmes effets, les branches et les feuilles qui sont toutes tachetées.
On peut voir sur un jeune tilleul qu'également toutes les feuilles sont touchées. Si on regarde sur le fruit, on va voir exactement la même chose. Ici, toute la feuille qui porte le fruit, elle est impactée aussi. Et c'est vraiment très visible. On est pourtant sur un arbre d'un âge assez jeune. Un de plus. Pas besoin de paroles pour voir le désastre. Sur toute la branche supérieure qui est ici. Okay. Tu peux filmer le tronc, là d'où tu es. Ensuite les feuilles, ici, c'est celle-là qui m'intéresse. Tout ça. Celles-ci. Sont toutes touchées, toutes les feuilles de ce noyer. Et c'est un jeune noyer. Donc tous les jeunes arbres ainsi que le pommier. Sur le prunier aussi, on voit bien. Tout le prunier. Tout le prunier. Et bon, alors, je casse volontairement une branche. Voilà. Les branches, elles meurent toutes, tout meurt. Parce que ça étouffe les branches. Et après, c'est plus que du bois sec. Elles meurent les unes après les autres. Toujours en Slovénie, dans le parc naturel de Logarska Dolina, nous faisons une petite promenade pour regarder les différentes variétés d'arbres et d'arbustes. Comme vous pouvez le constater, les feuilles de cet arbre sont tachetées de noir. Quelques feuilles sont en train
de mourir. Et on va continuer. On va voir ce petit arbuste. Et là, on voit bien que les feuilles sont touchées aussi. Nous ne sommes pas en automne, nous sommes le 7 août. On change de variété. Toujours les mêmes taches. Si on regarde au sol, on voit que c'est identique. Voilà. En continuant, on va s'apercevoir que pour cette plante, c'est la même chose. On change. On voit à nouveau que cet arbre est très sérieusement touché. Une autre variété juste ici en dessous. Hein. Voilà. Il est abîmé. Alors j'aimerais quand même faire un petit clin d'œil à tous les marcheurs, à tous les sportifs, à tous les écolos. Il faudrait quand même un peu regarder autour de vous ce qui se passe vraiment dans la nature, quoi. Voilà. Tout est malade. Tout est en train de mourir. La forêt se meurt. Là, on voit bien ce qui se passe aussi. Ici, celui-ci est tacheté aussi. Celui-ci, voilà. Sur ces feuilles. Hein. Et on peut continuer donc comme ça sur l'ensemble des arbres. C'est toute la forêt slovène, toute la forêt française, toute la forêt de Sardaigne qui est en train de s'éteindre. Merci, messieurs les présidents. Merci aux députés. Merci à nos politiques.
merci à nos sénateurs, merci à nos hauts fonctionnaires, merci à nos fonctionnaires chargés de la défense spécifique de l'environnement, de la santé. Merci pour leur incompétence. Merci pour votre incompétence. Merci pour votre laxisme. Vous nous avez déjà envoyés au casse-pipe en laissant faire pour les pesticides, pour les OGM, dont on aurait très bien pu se passer. Et aujourd'hui, vous cautionnez le plus haut crime contre l'humanité jamais commis. Vous êtes des gens lamentables. Regardez-vous dans la glace, prenez le temps de vous admirer. Vous êtes des traîtres à la nature, des traîtres à la vie. Mais vous allez, vous aussi, en subir les graves conséquences. Parce que tout ceci, ça ne va malheureusement pas durer. Parce que si vous pensez être plus fort qu'un chêne, si vous pensez être plus fort que le roseau, si vous pensez être plus fort que le noyer, vous vous trompez. Les arbres sont impactés, mais nous allons disparaître à une vitesse grand V. Et à cette allure-là, ce n'est pas dans 50 ans que la planète sera morte, mais c'est dans 5 ans. À vous de vous réveiller ou alors de continuer à trahir votre chair, à trahir, je ne sais pas comment on peut vous qualifier. Franchement, ça me déçoit fortement. Le propriétaire de cette maison d'hôte a la gentillesse de nous recevoir. Nous sommes le 8 août et nous sommes en Autriche. Et il s'est aperçu que son jardin était touché et que toutes les feuilles de son jardin étaient abîmées aussi. Et donc il va nous expliquer et nous conduire un petit peu. Mais bon, comme je ne parle pas du tout autrichien, c'est un peu difficile. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass bei uns die Sträucher, Bäume, Gemüse irgendwie von irgendwelcher Krankheit befallen sind. Und das kann ich dokumentieren. Das fängt da bei einem Dinggewächs an. Das sind die Folgendes. Und da diese scheint so ein Krebs zu sein. Oder wenn wir weitergehen, auch da die Pflanzen. Und wenn wir weitergehen, On voit bien aussi sur le rosier. das können wir schon bei den Rosen da feststellen. Da dann beim Gemüse, da Il va nous montrer ses haricots aussi. bei den Bohnen, da wird alles kaputt. Après, si tu veux bien faire un plan un peu plus gros derrière le monsieur, là, sur les haricots, avance un petit peu. Da, ja, das. Da siehst du die Flecken. Oder bei den Äpfelbäumen.
ist auch nicht so viel, gell? Da bei den Brombeeren. Das ist sofort alles ab, da alles kaputt. Nous explique bien que tout meurt. On retrouve toujours les mêmes taches sur tous les arbres, sur tous les arbustes, sur tous les fruitiers. Oder bei den Äpfelbäumen. Also fast überall. Was nicht widerstandsfähig ist, ist kaputt. Oder wird kaputt. Oder wenn man schaut bei den Rosen, ja. Siehst du das? Da. Überall sind die. Wenn man schaut, On voit bien ces caractéristiques. da das ist alles voll da. Und wir wissen aber nicht, von was das kommt. Tout est Kommt mort. das vom Flugzeug oder macht das einer absichtlich, dass er da was runtersprayt vom Himmel? Bientôt c'est nous qui allons mourir, Yeah. parce qu'on ne sera pas plus costaud que les arbres, ni Ja, nous aussi. Ce monsieur est ancien champion de ski, il a de nombreuses victoires à son palmarès. nicht Champion. Ça n'a rien à voir, mais bon, il s'intéresse à la nature, il regarde, il observe. Aujourd'hui, Ja, on a la chance d'avoir un ciel bleu, ça va pas durer, mais et pas trop d'épandage. Merci beaucoup, Duncan. bitte, bitte. Nous sommes à Barcelonnette devant le monument aux morts et nous sommes aujourd'hui le 26 septembre. Les longues heures que j'ai consacrées à l'observation des arbres me permettent de penser que le lichen que nous allons prélever, qui est un lichen orangé, n'est pas du tout naturel. C'est pour cela que j'ai fait appel à un huissier de justice pour valider les prélèvements que nous allons transmettre au laboratoire Analytica. L'huissier qui va surveiller ces prélèvements est maître Georges-Éric Guigou, huissier de justice à Digne. Je vais procéder à ces prélèvements. Alors, de toute façon, on ne va pas tout filmer parce que ça serait un peu trop long. Mais on est en présence de l'huissier, tout ça sera certifié lorsque nous aurons le résultat des analyses. Et comme il me faut prélever un grand maximum de lichen, on va pour l'instant stopper le film à cette hauteur. Voilà. Et on continuera tout à l'heure. Bonjour. Nous sommes en France, le pays où l'information est priée de rester en dehors du territoire. Aujourd'hui, nous sommes le 21 janvier 2017. Je suis à Barcelonnette et après avoir demandé l'autorisation au propriétaire de filmer, nous sommes donc dans les Alpes de Haute-Provence.
Alors contrairement aux croyances, l'air de la montagne est largement pollué. Alors, tout ce que je veux vous expliquer, c'est ceci. Ici, nous sommes devant un pommier et je vous fais voir à nouveau ces lichens orangés dont on a maintenant les résultats d'analyse puisque j'avais fait des prélèvements à Barcelonnette donc début octobre. Alors, ce lichen orangé impacte vraiment fortement ce mélèze. Ainsi que celui qui est à côté. Ce petit jardin est très intéressant. Parce qu'on va pouvoir se rendre compte que tous les arbres sont touchés. Tous les arbres sont en train de mourir. Donc les mélèzes que nous avons filmés tout à l'heure ont 35 ans d'âge. Ce sapin bleu a 40 ans. Ça, ce sont des informations qui m'ont été données par le propriétaire des lieux. Alors on va s'apercevoir que tous les arbres de haies sont touchés aussi. Bonjour Bernard Taillé, vous êtes le directeur scientifique du laboratoire Analytica et nous sommes le 3 février 2017. C'est exact. En 2010, j'ai le plaisir de faire votre connaissance par téléphone. Je cherche alors à faire analyser des eaux de lacs de montagne et je vous informe de l'existence des chemtrails. Vous me prenez à l'époque pour un farfelu. C'est vrai, oui, j'en avais pas entendu parler. Et puis, au fil des années, qu'avez-vous découvert? Ben, d'abord, vous m'avez fait découvrir l'existence de ce phénomène surprenant et sa réalité, puisque dans la période que vous mentionnez, depuis 2010-2012, j'ai reçu des filaments que j'ai analysé des 4 coins de la France. Et donc, c'est pas seulement vous aviez vu ces filaments, mais beaucoup d'autres gens. Et en me renseignant un petit peu sur Internet, parce que je ne sors pas beaucoup de mon laboratoire, j'ai vu que c'était non seulement un phénomène occurrent en France, mais partout dans le monde, en fait. Et donc, l'intérêt que je voyais à mettre les moyens analytiques dont je dispose au service de ce questionnement m'est apparu et il persiste, il continue. Il continue avec d'autant plus de force que
je suis le seul laboratoire à m'être intéressé à cette question-là, alors qu'il y a d'autres laboratoires plus officiels que le mien qui pourraient, et je devrais dire qui devraient s'y intéresser. Eh bien, voilà, je suis pour l'instant le seul laboratoire de chimie à disposer des moyens d'analyse par couplage, chromatographie, spectrométrie de masse d'une part pour la chimie organique et ICP-MS pour la chimie inorganique. Voilà, le seul laboratoire qui s'intéresse à ces filaments que des dizaines de milliers de personnes observent, mais parmi ces personnes-là, aucun responsable de l'aviation civile. Pourtant, ce filament tombe du ciel, hein, donc on est en droit de penser que c'est lié aux aéronefs. Eh bien non. Pour l'instant, la seule démarche scientifique qui ait été entamée, c'est le laboratoire Analytica qui l'a réalisé. Alors, je regrette ça, mais ça pose quand même une question. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi un tel manque de curiosité de la part des laboratoires officiels? Il faut dire que ces filaments, vous les aviez analysés en 2012-2013 de façon organique. Oui. Et il y a un peu des nouveautés depuis la dernière interview, c'est que maintenant vous les avez analysés de façon inorganique, et ça c'est tout récent puisque c'était au printemps 2016. Oui. Les premiers résultats, ils sont disponibles sur votre site Analytica. Ils sont aussi disponibles sur la préface du film Chemtrail, la guerre secrète, pour lequel vous aviez eu la gentillesse de nous accorder une interview que nous avions collée au début de ce reportage. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de connaître un peu tous les scoops. Et donc, depuis, il y a eu beaucoup de choses, et et notamment les analyses que vous avez faites de façon inorganique par rapport à ces filaments, toujours. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en donner un peu les résultats, les conclusions? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Alors donc, j'ai réalisé des analyses de filaments que je n'avais pas faites jusqu'à présent. Je m'étais intéressé à la partie chimie organique. Et là, je me suis intéressé à la partie chimie inorganique, élémentaire. Et pour constater que les filaments contiennent les trois éléments qui sont associés à ce qui est maintenant connu sous le nom de chemtrails, les traînées chimiques. Alors, moi, je n'ai pas à former d'opinion sur la manière dont ces filaments sont engendrés et mais seulement le constat de leur composition. Moi, tout ce que je peux faire, c'est constater leur composition, la composition qu'ils ont lorsqu'on les ramasse sur le sol. Et je constate la présence d'aluminium, barium et strontium dans ces filaments. Plus quelques autres métaux aussi, notamment le plomb. Plus quelques autres métaux, le plomb en particulier. Alors tous ces éléments-là, les trois premiers que j'ai cités sont plus particulièrement connus pour être associés à ce phénomène des chemtrails, qui a surtout été étudié aux États-Unis jusqu'à présent. En France, à ma connaissance, je suis le seul laboratoire à m'être intéressé à ces questions-là. Ou en tout cas avoir publié ces résultats. Alors pour la petite histoire, je peux vous dire que j'ai transmis une partie des échantillons sur lesquels j'ai travaillé à un laboratoire du CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, qui a accusé réception de ces échantillons, de ces quelques 50 mg d'échantillons que j'ai pu leur passer.
et qui ont fait un travail, mais qui n'ont pas communiqué sur les résultats qu'ils ont obtenus. Donc je n'ai aucune information sur ce qui est sorti de ce laboratoire officiel. Donc, voilà. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai pu... ce sont les résultats que j'ai pu obtenir par moi-même. Donc aluminium, barium, strontium, du plomb, tous ces éléments-là figurent dans l'atmosphère au titre de polluants. Figure-t-il dans la composition des filaments, ou bien est-ce que ces filaments sont uniquement organiques à l'origine et qu'ils se chargent des polluants qu'ils rencontrent, qu'ils croisent au cours de leur trajet vers le sol? Au stade actuel de mes connaissances, c'est impossible de tirer une conclusion. Donc, ma position, à l'heure actuelle, elle se base sur les faits que j'observe. Ces filaments tombent du ciel. Ils sont en partie organiques, constitués de produits chimiques organiques. Il semble qu'ils soient liés au passage des avions commerciaux fonctionnant avec des réacteurs. Donc il n'est pas interdit de penser que ces filaments se forment dans la traînée des avions commerciaux. Je vous coupe 2 secondes, mais en plus donc de cette analyse de filaments, à la demande des frères Marciano, les Italiens, voilà, vous ont envoyé un échantillon de carburant, ce qu'on appelle du carburant d'aviation qui s'appelle A1 Jet fuel. Et là, vous les avez d'abord analysés aussi de façon organique. Apparemment, vous n'avez rien trouvé de particulier. Mais vous êtes persévérant et vous avez vraiment voulu approfondir les choses. Et donc, vous avez réanalysé ces filaments au mois de juin, ce carburant, pardon, au mois de juin de façon inorganique. Et là, il y a un petit scoop, il y a une surprise là. Aux surprises, parce qu'effectivement, aluminium et barium sont présents à des teneurs tout à fait importantes dans le carburant des avions. Donc l'hypothèse que je formulais avant, que ces filaments résultent du fonctionnement des moteurs utilisant ce carburant, ça prend de l'épaisseur là, parce que le carburant contient aluminium, barium, strontium, les filaments contiennent aluminium, barium, strontium, plus la partie chimie organique. Là, on approche de ce qu'on peut considérer comme étant l'origine de ces filaments. Donc, l'origine, pour moi, de ces filaments, ce sont les réacteurs d'aviation. Et ce qui se trouve dans le carburant de ces réacteurs, dont on retrouve les traceurs, en quelque sorte, dans le carburant lui-même. En septembre 2016, je fais des prélèvements sur la place des monuments aux morts à Barcelonnette, en présence de Georges-Éric Guigou, qui est huissier de justice à Digne. Il vous a donc fait parvenir ces prélèvements, sous scellé, je pense, oui, tout était fait dans les normes. Et qu'est-ce qui m'a intéressé, qu'est-ce que j'ai prélevé, c'est ce fameux lichen orangé que je soupçonne déjà depuis pas mal de temps de ne pas être normal, d'être un parasite qui est venu se greffer sur les arbres, et un parasite qui me dérange beaucoup. Il me dérange pour plusieurs raisons, parce que je constate que tous les arbres qui sont touchés par ce lichen orangé meurent. Donc ça m'a posé vraiment en question, et j'ai donc fait des prélèvements qu'on vous a transmis. On a aujourd'hui les résultats. Vous avez oui. les résultats. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors, ce qui saute aux yeux, compte tenu du fait que ce travail est en lien avec les traînées chimiques, les chemtrails, ce qui saute aux yeux, c'est que les 3 marqueurs des chemtrails, les éléments aluminium, barium et strontium, sont présents. Alors, il s'agit d'un échantillon qui est donc pas représentatif, mais bon, c'est un indice du fait que la pollution atmosphérique par les retombées de filaments est éventuellement la source de ces 3 éléments. Il faudrait disposer d'un plus grand nombre d'échantillons, d'avoir fait des analyses sur un plus grand nombre d'échantillons pour savoir si ces chiffres sont représentatifs. C'est une mesure. Malheureusement, les laboratoires officiels ne s'intéressent pas à ces questions, pas encore, mais il faudra quand même un jour que l'ONF s'intéresse à ce lichen orange qui a pour effet de provoquer la mort des arbres. Ben, les écorces d'arbres en elles-mêmes, l'arbre est un peu une éponge. Tout à fait. Et l'arbre absorbe, mais là, on se trouve en surface de l'arbre. Donc, l'arbre, justement, c'est quelque chose, d'après moi, qui a tendance à empêcher l'arbre de s'oxygéner, oui. ou du moins de faire en sorte que l'arbre ne s'oxygène plus, ou s'oxygène de manière médiocre, ou respire des polluants. Et en l'occurrence, vous avez noté, je crois, une dizaine de métaux lourds ou 8 métaux lourds. Oui, quasiment tous les métaux lourds sont présents. Ça veut dire qu'ils sont dans l'atmosphère. Ça, c'est un fait connu. Mais je partage votre avis quant au fait que ce lichen qui s'accumule autour de l'arbre et qui conduit à la mort de l'arbre empêche les échanges normaux entre l'arbre et l'atmosphère. Et comme les polluants s'accumulent dans ce lichen et que l'arbre se trouve entouré de cette barrière de lichen qui réceptionne tous les polluants, l'arbre finit par étouffer, quoi. C'est une simple conclusion de bon sens qui mène à cette observation. Je répète qu'il faudrait que des botanistes se penchent sur la question. Ce n'est pas une analyse qui permet de tirer une conclusion, c'est une analyse qui permet d'attirer l'attention sur le fait que on retrouve les 3 éléments qui sont les marqueurs des chemtrails, aluminium, barium, strontium, et qu'on retrouve des teneurs importantes de tous les métaux lourds qui sont connus pour être présents dans l'atmosphère, le plomb en particulier. Pour les détracteurs, je précise aussi que ce fameux plomb que l'on retrouve, qui pourrait être amalgamé à ce que les prélèvements ont été faits au bord de route, alors j'invite beaucoup de personnes à faire des prélèvements et à les faire analyser par des laboratoires autres que le laboratoire Analytica, justement, pour qu'on ait plus d'éléments. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce plomb, on le retrouve aussi dans les filaments, dans les analyses que vous avez faites de filaments. Je vous arrête là parce que la multiplication des laboratoires, je ne prêche pas pour ma paroisse, pour la paroisse d'Analytica, mais il vaut mieux multiplier les échantillons et les confier à un même laboratoire, de telle sorte qu'il n'y ait pas de variation dans les méthodes
mise en œuvre et qu'on dispose donc d'un grand nombre de rapports sur des échantillons différents, mais tous réalisés par le même laboratoire de préférence. Donc voilà. Bref, on n'apporte aucune réponse ici, définitive, mais on met en évidence une forte teneur en aluminium, une teneur importante en barium et une teneur du même ordre en strontium. Ces trois éléments-là, est-il normal de les trouver dans ces proportions dans des végétaux? La question reste ouverte, mais je n'ai pas la réponse. Ça me paraît relever d'un échantillonnage plus large et de la confrontation de connaissances chimiques que je possède en partie et botaniques qui manquent. Voilà, donc... on fait un appel à tous les botanistes, à tous les chimistes, à tous les volontaires et surtout aux gens qui nous gouvernent, qui, normalement au ministère de la Santé, au ministère de l'Environnement, de se pencher sur ce qui est... à l'Office national des forêts, enfin c'est quand même un comble que ce phénomène qui est pourtant visible de tous, un lichen orange, ça passe quand même pas inaperçu. Ça ne devrait pas passer inaperçu des fonctionnaires de l'ONF qui sont censés passer leur temps ailleurs que dans leur bureau, mais ils doivent aller quand même de temps en temps se promener près des arbres. Et donc leur regard devrait être attiré par ce lichen de couleur orange qui n'apparaît que depuis une date assez récente, d'après ce que vous me dites. Assez récente, oui, on va dire qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas ce lichen orangé et qu'en 6 mois, là, sur le trajet Vinon-Riance, on va même dire sur le trajet Vinon-Scuers, les quantités d'arbres touchés ont doublé, voire triplé. Ouais, si vous voulez, je pense que l'utilité de notre rencontre, c'est ça. C'est de lancer un appel à témoins. Un appel à témoins parmi lesquels tous les particuliers peuvent faire acte de présence. Il suffit de lever les yeux, de regarder les arbres, et de réaliser que le développement de ce lichen orange a d'une part un effet néfaste sur les arbres, sur la végétation, les arbres meurent, et qu'il n'est pas du tout déraisonnable d'imaginer qu'il soit le résultat d'une pollution atmosphérique qui va croissant et qui semble même s'amplifier en ce qui concerne les chemtrails. Elle est compliquée par le fait qu'on ne peut compter sur le soutien officiel. On ne peut pas compter sur le soutien officiel. Il y a des intérêts industriels qui sont en jeu dans les questions de pollution industrielle, dans les questions de génie climatique. Toutes ces questions-là ont des enjeux financiers considérables. Et dans lesquels les gouvernements sont impliqués. Donc la réponse ne peut venir que de chercheurs ou de curieux qui prennent sur leur temps et sur leur argent pour réunir des preuves qui, sans ces efforts personnels, ne seront pas réunies par les laboratoires officiels. Je n'y crois personnellement plus. Je n'y crois plus. Cette affaire des chemtrails en est une preuve, et tout ce qui tombe du ciel, ça tombe sur la terre et ça tombe sur les arbres.
donc, Dans les prés, les vaches Bien broutes, sûr. comme vous l'aviez Voilà. dit lors d'un précédent reportage, et la chaîne alimentaire est impactée. voilà. Je voudrais faire une petite aparté de fin. Pour la petite histoire, je rappelle que vous avez baigné depuis votre enfance dans la défense de l'environnement parce que votre père était le commandant Philippe Taillé. Si mes sources sont bonnes, le commandant Philippe Taillé a appris à nager au commandant Cousteau. On peut dire ça, oui. Là, et en définitive, ils ont parcouru les mers ensemble. Et donc, ce sont quand même deux références mondiales au niveau de la défense environnementale. Oui. Et bon, ça n'a rien à voir, mais vous êtes quand même le fils donc, du commandant Taillé, qui a œuvré toute sa vie pour la défense de la nature. Vous continuez à œuvrer pour la défense de la nature. Et je pense que c'était quelque chose que peu de personnes savent, mais qui était important, à mon avis, que ça soit connu. Voilà. Oui, bah, Si vous n'y voyez pas d'objection. Non, bien sûr que non. Je suis très fier d'être le fils de Philippe Taillé. Mais ce qu'il m'a probablement appris, c'est la nécessité de la conscience que nous sommes une minuscule partie d'un environnement qui est comme un immense corps. Nous sommes de minuscules fourmis dans un univers et que l'homme dispose aujourd'hui de moyens qui lui permettent de bouleverser des équilibres qui régissent en fait sa propre survie, sa propre existence. Voilà, donc la pollution chimique, c'est le domaine dans lequel j'ai acquis des compétences. La chimie a vécu 75 ans de gloire et on commence à mesurer les effets moins glorieux du progrès de la science dans le domaine de la chimie. Donc voilà, l'homme dispose, que ce soit pour modifier le climat, que ce soit pour fabriquer des molécules nouvelles, l'homme dispose de moyens, mais qu'il faut qu'il utilise avec d'immenses précautions. Ça, c'est ce que Philippe me disait. Je me souviens de ça. Et à propos de la mer, il me disait qu'on doit rentrer dans la mer sur la pointe des pieds. Voilà. Et ça n'est pas exactement ce que nous faisons sur Terre. Nous y rentrons avec des chars d'assaut. C'est mieux. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci à vous. On connaît les pluies acides de dioxyde de soufre et de oxyde d'azote. Sauf que ici, nous ne parlons pas tout à fait de la même chose. On parle de lichens orangés qui contiennent du plomb, du baryum, de l'aluminium, du strontium. Ces éléments, on les retrouve aussi dans les filaments atmosphériques. Ils ont été analysés par le laboratoire Analytica de Cuers. Et je vais vous montrer les dégâts que ça occasionne sur ces arbres, puisqu'ils se trouvent étouffés, privés d'oxygène, donc ils sont morts, ils meurent petit à petit. Les branches cassent comme du verre. Et on voit bien que l'arbre est mort et condamné. On va retrouver la même chose sur les arbres avoisinants.
sommes toujours entre Vinon et Riance. Je rencontre aujourd'hui un passionné de la montagne, un homme de terrain qui habite dans les Alpes de Haute-Provence. Il s'agit de Élie Garcin. Il connaît la nature sur le bout des doigts parce qu'il a parcouru toutes nos montagnes, il connaît toutes nos montagnes et c'est un ancien chasseur. Aujourd'hui, c'est plutôt un chasseur d'images. Élie, est-ce que tu peux nous préciser si tu as constaté des changements déjà dans le ciel depuis ton enfance? Oui, depuis mon enfance, j'ai constaté vraiment beaucoup de changements. Parce qu'on avait un ciel très bleu, limpide. Aujourd'hui, il a des couleurs pas gris, et puis des couleurs. Des fois, on observe le matin ou le soir tard, qu'on voit des traînées et plusieurs couleurs, quoi, grises, enfin plusieurs couleurs, donc rien de naturel. Et ensuite, quand tu parcours la haute montagne, quel est ton constat? Ben, mon constat depuis jeune, je vois le recul des glaciers, c'est très très important. Les dénivés qui ont pratiquement disparu. Hein. Et quand on observe la couleur de la neige et des herbes aux abords, il a une couleur vraiment grisonnante, plusieurs couleurs. Et quand j'ai même ramassé de l'herbe, coupé de l'herbe avec la main, mouillé et frotté l'herbe, il y a des pellicules grisâtres dessus qui est très difficile à enlever. Donc là, on constate qu'il y a quand même des retombées, il y a de la pollution qui est même importante. Et d'après toi, toutes ces herbes, normalement, elles vont être mangées par le petit gibier. Quels sont tes constats par rapport au gibier, au petit gibier de montagne? Est-ce que tu as constaté qu'il y avait beaucoup de disparitions? Est-ce que tu as constaté qu'il était en régression? Oui, tout à fait. Je me suis posé la question là de dire le gibier de haute montagne qui mange ça, les conséquences que ça peut avoir. Donc, ce que j'ai constaté de jeune au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a le petit gibier, il a un net recul, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, que ce soit des coqs de bruyère, lacopèdes, bartavelles, lièvres variables, il y en a pratiquement très peu. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème parce que quand on prend des endroits, on peut dire que c'est les pressions de chasse, et quand on prend dans le parc du Mercantour ou dans le parc des Écrins, que ce n'est pas chassé et qu'il n'y a pas plus de gibier, là on commence à se poser des questions. Beaucoup de petits oiseaux aussi ont disparu et pourtant ce sont des oiseaux qui ne sont pas chassés. Est-ce que tu en as aussi fait le constat? Tout à fait. Dans nos villages, on avait des vols de moineaux très importants, il y en avait de partout. Hein.
bon, des mésanges, rouge-gorge et tant d'autres espèces, hirondelles, qu'il n'y en a pratiquement plus. Là, ça devient grave. C'est à la télévision, on peut pas dire hein, la vérité, il y a trop de monde qui regarde.